Bonsoir tout le monde, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. J'invite toutes celles et ceux qui sont encore là sur les ailes à nous rejoindre pour cette dernière session qui est très différente du reste de la programmation et qui s'annonce passionnante. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore pendant quelques minutes. C'est une session qui va être un débat parlementaire de l'économie de demain. Avant de passer la parole au modérateur, je voulais vous partager quand même un petit peu une fierté sur ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque on a eu plus de 700 personnes qui sont venues ici en présentiel et plus de 15 000 vues du live toute la journée de toutes les sessions. Donc c'est un très beau pari réussi de ce fameux format hybride dont on entend tant parler depuis le début de la pandémie, mais qui nous permet de toucher des personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui à Paris. On sait que généralement ces événements et le secteur est un peu trop encore centralisé, donc c'est vraiment génial de voir que des personnes ont pu le voir partout en France et partager ce moment avec nous. Je vais tout de suite laisser sans plus attendre la parole à notre modérateur. Moi je vous retrouverai à la fin de cette session. On se fera rester avec nous, je ferai vraiment 5 petites minutes de conclusion, mais c'est important qu'on clôture ensemble. Donc si vous pouvez patienter avant de prendre votre apéro du jeudi soir, 5 minutes après ces débats passionnants, ça sera génial. J'appelle tout de suite notre modérateur, Jean-Christophe Ploquin, qui est journaliste à La Croix, pour démarrer cette session. Merci de l'applaudir. Le micro ne marche pas, le micro marche, c'est merveilleux. Bonjour, donc je suis Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, et j'ai le plaisir d'animer ce débat avec des parlementaires que je vais présenter successivement. Dans un premier temps, juste vous dire que ce débat se focalisera d'abord sur les 4 propositions qui émanent des UED et donc qui ont déjà été rendues publiques. Pour mémoire, donc c'est instaurer un index d'impact écologique et social obligatoire, c'est la conditionnalité des aides et des investissements publics liés donc à un engagement en matière sociale et environnementale, c'est jouer sur la commande publique dans le même objectif, et c'est créer un crédit d'impôt transition. Voilà, donc dans un premier temps, chacun des intervenants va dire ce qu'il pense de ces propositions, et ensuite on poursuivra le débat avec une partie consacrée d'abord à la transformation des entreprises et ensuite au rôle de l'État. Donc je vais vous présenter les intervenants avant de les appeler successivement à monter sur scène. Je commencerai Ladies First par Marie Toussaint, qui est parlementaire européenne, juriste en droit international de l'environnement. Je pense que beaucoup la connaissent, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous et à l'origine de l'affaire du siècle, qui est cette stratégie d'action juridique visant à poursuivre en justice l'État pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc Marie Toussaint est députée EELV au Parlement européen depuis juin 2019 et elle est notamment à la Commission des affaires juridiques et à la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Dominique Potier a créé dans sa jeunesse, à partir de la ferme familiale, une coopérative bio et éducative en Lorraine. Il est élu local et député de Meurthe-en-Moselle depuis 2012 et membre à l'Assemblée nationale de la Commission des affaires économiques. Il est aussi secrétaire national du Parti socialiste, chargé de l'agriculture, de l'alimentation et du développement des ruralités, et également président d'Esprit Civique, une association inspirée du mouvement personnaliste, je fais un peu de pub, qui organise en octobre des rencontres à Cluny sur le thème « La démocratie, une terre promise ».
Jean-Noël Barrot, qui est économiste, élu du MoDem, dont vous êtes secrétaire général, député des Yvelines depuis 2017, élu sous l'étiquette La République En Marche, depuis 4 ans, vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et tout récemment auteur d'un rapport au Premier ministre sur l'accompagnement de la sortie de crise et le rebond économique territorial. Et Jean-Noël Barrot a aussi activement travaillé au volet financier de la loi Pacte adoptée en 2019 et relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Enfin, Jean-Louis Thiriot, avocat, d'abord dans une première vie, élu local pendant 10 ans et député de Seine-et-Marne depuis 2018, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Jean-Louis Thiriot qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages historiques et politiques. Je cite le dernier, consacré au général de Gaulle, le dernier réformateur, chez Talandier. Voilà, je vais appeler par ordre alphabétique Jean-Noël Barrot. Dans un premier temps, Jean-Noël Barrot, est-ce que vous pouvez nous faire part de vos réactions par rapport aux 4 propositions que je mentionnais tout à l'heure, qui ont été élaborées par l'université d'été, tout le collectif d'entreprises qui est partie prenante des UED. Voilà, laquelle, je ne sais pas si on peut les afficher, les 4 propositions, mais en tout cas, laquelle a retenu votre attention, laquelle est-ce que vous aimeriez défendre? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Ça y est, vous m'entendez. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation et bravo. Bravo d'avoir travaillé à ces propositions. Ce sont dans ces universités, on les voit à l'écran, parfait, avec déjà un vote sans équivoque, je vois, comme un peu moins équivoque à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas besoin de voter là. Donc voilà, on les écoute simplement, c'est juste pour que vous les voyez affichés. Voilà, merci. Et comme à l'Assemblée nationale, je vois mon chronomètre qui va se mettre en route, je suppose, pour 3 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que ces universités d'été, vous en faites, nous en faisons dans nos mouvements politiques. Dominique Potier va organiser cet automne ces rencontres démocrates. C'est dans ces instances de discussion, de délibération, d'échange que se façonnent, que se forment les idées qui vont nous permettre demain de transformer nos entreprises, transformer notre pays et de transformer notre Europe. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cet événement. Dans les propositions, dans les 4 qui nous ont été soumises, je veux d'abord signifier que je partage votre avis qu'il faut jouer au maximum sur le levier très puissant qu'est la commande publique. L'État est le principal acheteur, c'est vrai en France, c'est vrai dans les autres pays. Il a donc une empreinte sur l'économie qui est considérable. Et pour les transitions, la transition écologique, pour les transformations sociales, la commande publique peut jouer un rôle déterminant du fait de l'exemplarité qui doit être celle de l'État. Vous proposez d'aller plus vite que ce que la loi qui a suivi la Convention citoyenne pour le climat propose. Je dis pourquoi pas, mais je dis attention, parce que bien souvent, la France a pris des engagements très ambitieux et puis s'est retrouvée quelques années plus tard, bien surprise, rattrapée, on l'a vu récemment encore sur l'épisode des néonicotinoïdes, par son incapacité à se donner les moyens des transitions. On se donne des objectifs très forts et ensuite on oublie de mettre en œuvre les moyens indispensables. Et il y a un moyen indispensable pour mettre en œuvre cette réforme de la commande publique, je crois que vous le citez d'ailleurs dans la proposition, c'est la formation des acheteurs publics. Vous savez peut-être qu'avant la loi qui a fait suite à la Convention citoyenne, on a voulu réformer l'achat public innovant. On a voulu baisser les seuils à partir desquels les collectivités, les acheteurs publics peuvent s'adresser à des PME sans passer par des appels d'offres. Eh bien, cette pratique qui devait simplifier la vie des PME n'a pas été mise en œuvre parce que les acheteurs publics se sont vus ouvrir une nouvelle possibilité, mais sans être formés à la mise en œuvre de cette possibilité, ils s'en sont détournés. Et donc je crois que la formation des acteurs publics, des acheteurs publics, probablement d'ailleurs par l'écosystème et avec l'écosystème, doit être une priorité. La deuxième proposition qui attire toute mon attention, c'est la première, c'est celle de l'index, qui est absolument fondamentale. Nous, les démocrates, nous considérons qu'il faut, pour toutes les transformations, pour toutes les réformes, faire appel à la conscience civique des consommateurs, des travailleurs, des investisseurs. Et donc il est effectivement indispensable que nous puissions, à terme, nous doter d'un index, ou en tout cas obliger
contraindre en quelque sorte les entreprises en leur donnant évidemment tous les outils. Et ça, c'est la responsabilité de l'écosystème. C'est votre responsabilité de nous aider à imaginer ces outils pour mesurer l'impact social, pour mesurer l'impact environnemental. Mais si je pouvais me permettre d'aller un peu plus loin que cette proposition, Allez, dernière petite minute. Pour faire appel au maximum à la conscience des acteurs de notre société et accélérer le changement, c'est qu'en réalité, ce n'est pas uniquement les entreprises qu'il faudrait doter d'un score, mais c'est les produits de consommation avec un carbon score pour la transition écologique, c'est les produits d'épargne avec un carbon score pour la transition écologique qui s'appuiera sur les leviers financiers. Et donc je crois que cette idée d'index, elle doit s'appliquer aux entreprises, mais elle doit s'appliquer beaucoup plus largement pour que toutes et tous, dans toutes les dimensions de notre vie, travailleurs, épargnants, consommateurs, nous soyons informés de l'impact que nous avons par nos décisions de consommation, de travail et d'épargne sur l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci Jean-Noël Barrot, si vous voulez prendre place. Et je retiens l'idée du carbon score. On pourra tout à l'heure faire réagir les autres intervenants à cette proposition. Dominique Potier, c'est à vous. Donc voilà, à nouveau sur ces quatre propositions qui ont été élaborées, rendues publiques. Il y a déjà une dépêche AFP qui est tombée et qui a rendu public ce travail du réseau d'entreprises qui est présent ici. Voilà, pour vous, quelle est la proposition la plus pertinente? Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'aime toutes ces propositions et ce que je dis là, c'est assez incarné parce que j'ai passé ma vie comme acteur économique dans l'économie sociale et je porte ces combats à l'Assemblée nationale dans des déclinaisons diverses. Alors je vais les commenter très rapidement, mais surtout être critique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la démagogie et se dire qu'on est tous d'accord, mais pour essayer de trouver des angles qui soient des angles de dialogue et potentiellement de progrès dans le dialogue entre politique et monde de l'entreprise. Sur la première proposition, l'impact score, évidemment plébiscite, c'est le sens de la certification publique que nous avions défendue. J'ai pour ma part des critiques précises sur le scoring que vous avez fait. Il est noté en taille intermédiaire le facteur 100 pour les entreprises de plus de 5000. Ça me paraît assez stupéfiant venant de votre mouvement. Et je suis étonné que vous ayez réservé l'emploi inclusif aux quartiers défavorisés, venant d'un milieu rural où les milieux populaires sont ceux qui restent et ceux qui aujourd'hui votent pour les partis extrêmes. Il y a un désir d'inclusion dans les milieux populaires en milieu rural qui sont au moins équivalents aux politiques des quartiers de la ville. Donc j'ai des critiques sur le scoring, mais à la rigueur, peu importe. Le message que je veux vous faire passer, c'est que l'impact score, il doit naître de l'économie, de la société, des parties prenantes, mais à terme, vous devez revendiquer qu'il soit une décision du Parlement. Le réenchantement de la politique, c'est donner au Parlement tous les 5 ans la capacité de donner un scoring qui devienne un langage commun entre la société, le marché, les entreprises et l'économie France et l'économie monde. Deuxième élément, vous évoquez une évolution très forte des marchés publics. Je voudrais dire qu'au-delà de ce qui a été proclamé en affichage dans la loi, nous sommes vraiment sur notre fin, non seulement pour le délai de 5 ans, mais pour le fait que les critères sociaux n'aient pas été pris en compte. Si j'ai une conviction qui m'anime profondément par mon expérience politique et entrepreneuriale, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition sociale, et la question du partage de la valeur est absolument fondamentale. La question du respect des chaînes de production également, c'est totalement absent actuellement dans la loi et c'est mis en caractère facultatif. Il n'y aura pas de critères écologiques s'il n'y a pas de critères sociaux. Vous évoquez enfin une éco-conditionnalité sur un crédit transition. Pour ma part, je suis assez dubitatif sur des aides qui aideraient des moyens. Je préférerais une récompense des résultats parce que j'ai une confiance à peu près totale dans l'agilité et la capacité des entreprises à trouver des solutions. Donc plutôt que de financer des solutions, je financerait volontiers les résultats issus des solutions mises en œuvre par les entreprises. Ça signifierait, et là je me tourne vers Jean-Noël parce qu'on a déjà eu ce débat, une capacité à faire varier la participation sociale et fiscale des entreprises en fonction de leur scoring, dès lors qu'il aura été validé dans notre République par le Parlement, qui est l'instance idoine pour le faire. Voilà un petit peu une critique. Je me permets de donner encore, Jean-Christophe, si vous permettez, deux angles morts dans vos travaux que je voudrais évoquer avec vous. Le premier porte sur la dimension de la mondialisation. Il est singulièrement absent de vos propositions. Or, nous sommes, vous le savez tous ici mieux que moi, dans une économie monde. Je suis le porteur depuis 2017 d'une proposition de loi assez révolutionnaire qui est celle du devoir de vigilance des donneurs d'ordre par rapport à leurs sous-traitants et leurs filiales. Elle est en train de devenir une directive européenne. Il y a une chance historique d'inclure dans mes marchés
dans les marchés, dans toutes les négociations commerciales de l'Europe, ce devoir de vigilance comme garantie des droits humains et de lutte contre les écocides. Et je pense que votre mouvement venant du terrain et de l'économie sociale devra en être un fer de lance et le porter avec fierté, parce que l'ensemble de la compétitivité de vos entreprises dépend aussi de la loyauté du commerce mondial et de cet humanisme qui ne s'arrête pas au bout de la rue mais qui doit aller jusqu'au bout du monde. Je termine avec la question de la sous-traitance. Je ne la retrouve pas évoquée. Or, elle est très prégnante dans l'économie aujourd'hui. On sait que tous les deuxièmes de cordée sont essentiellement des sous-traitants dans les métiers que vous connaissez. Or, inclure dans tous les scorings que vous faites la question des sous-traitants réguliers des entreprises me paraît être un élément factuel qui enrichisse les critères que vous voulez mettre en œuvre. Enfin, je défendrai, si j'en ai l'occasion dans les débats, le facteur 12 comme clarification d'un écart de salaire et une proposition très concrète. Au-delà de 12 fois le SMIC, il y a non-déductibilité pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Merci. Merci pour ces propositions très détaillées qu'on pourra reprendre effectivement tout à l'heure. Je m'adresse à Jean-Louis Thiriot, si vous voulez à votre tour réagir aux propositions qui ont été faites. Écoutez, merci de m'accueillir. Alors, sur la réflexion d'ensemble, je vais vous dire, j'avais fait dans l'opinion il y a quelques mois une tribune dans laquelle j'avais dit le nouveau paradigme du XXIe siècle devra être l'écologie sociale de marché, comme celui du XXe siècle et celui notamment du succès du modèle allemand a été l'économie sociale de marché, dont d'ailleurs Manfred Röpke, l'un des fondateurs, avait posé les bases dans Par-delà l'offre et la demande en évoquant dès les années 60 les enjeux écologiques. Donc la démarche est tout à fait passionnante. Avant d'évoquer les 4 propositions, je veux dire, et ça rejoint un peu d'ailleurs ce que disait mon collègue Potier, c'est qu'il y a à mon avis un peu un impensé dans ces propositions, c'est celui de la mondialisation, de la concurrence stratégique et de nos compétiteurs stratégiques qui peuvent nous mettre en grande difficulté et qui, eux, ne s'imposent pas les contraintes que nous essayons, pour le bien commun, de nous imposer. Alors, dans les 4 propositions, moi, je vais vous dire, je vais commencer par l'index que vous proposez. Un index sérieux dans lequel chacun puisse reconnaître et qui, le cas échéant, soit voté par le Parlement, je trouve que ça serait un véritable atout. C'est évidemment positif pour éviter les labellisations fantômes. Une fois qu'on a dit ça, il y a aujourd'hui, parce que le diable se cache dans les détails, dans le score que vous proposez, des éléments qui, moi, me paraissent objectivement extrêmement dangereux par rapport à l'intérêt général. Des exclusions sectorielles, je pense notamment à l'armement. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de l'indépendance nationale, c'est un enjeu majeur de l'autonomie stratégique européenne et ça n'est pas rendre service que d'en priver l'Europe. L'exclusion sectorielle du secteur minier, alors qu'on sait très bien que si on veut faire une transition écologique avec des batteries, on a besoin d'avoir des métaux rares et l'exclusion serait dangereuse. Donc tous ces éléments-là font qu'à mon avis, le scoring, il faut le modifier et intégrer aussi la nécessité de simplification. J'ai trouvé ce travail très intéressant et adapté aux grandes entreprises, mais pas forcément adapté aux PME, et il y a une vraie difficulté. Enfin, je pense qu'il faudrait rajouter un élément à cet index, c'est un élément de calcul de souveraineté. On l'a vu avec la crise des masques que nous avons connue pendant la crise Covid, la souveraineté, c'est un critère d'intérêt général, pas forcément souveraineté nationale. Ça peut bien sûr être la souveraineté européenne, et je pense que ça pourrait être un élément de plus dans l'index. Donc oui, avec réserve, totalement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue Potier sur la commande publique. Soyons extrêmement vigilants, ça c'est quelque chose que je serais tout à fait prêt à soutenir. Et pour finir sur une proposition personnelle, basique et concrète, nous avons maintenu l'IFI après la suppression de l'ISF. Je me suis félicité de la suppression de l'ISF, je regrette que l'IFI ait été maintenu, mais faisons-en un outil de transition, c'est-à-dire déduction fiscale dans l'investissement qui est fait pour éviter les passoires thermiques pour les propriétaires d'immeubles soumis à l'ISF, et faisons aussi une déduction IFI pour l'investissement dans des fonds verts
dûment labellisés, éventuellement avec le score adapté que vous proposez. Je vois que je viens de dépasser de 22 minutes, 22 donc secondes, 22 secondes. je m'arrête. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je crois que vous gardez le micro. Oui. Marie Toussaint, merci de nous rejoindre et d'apporter votre regard aussi sur ces 4 propositions. Et je crois que vous en avez aussi quelques-unes dans votre poche. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Alors, moi, je partage plusieurs des remarques qui ont été faites sur le fait qu'on n'est pas là forcément pour se féliciter, mais aussi pour discuter, pour débattre et pour compléter. Mais quand même, je veux vous dire que pour moi, pour nous les écolos, c'est un grand oui à vos 4 propositions et je pense qu'on peut se le dire aussi. Vous avez compris beaucoup de choses, si ce n'est que vous avez tout compris, ou presque, j'aurais quand même des petites remarques. Mais vous avez compris que nous sommes dans une situation extrême d'urgence climatique, on l'a vu cet été, d'urgence pour la biodiversité, d'urgence pour l'eau potable, pour l'acidification des océans, et vous savez qu'on a besoin d'avancer extrêmement vite. Et donc, l'accélération du calendrier que vous proposez, elle est non seulement nécessaire, mais elle est indispensable, essentielle, extrêmement urgente. Et donc, je vous félicite pour ça. Et c'est pas la seule chose que vous avez compris. Vous avez compris aussi qu'on ne peut pas opposer le social et l'environnemental. L'environnemental et la démocratie et le social. Vous faites avancer tous ces combats en même temps. C'est une nécessité parce qu'on entend trop encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021, dans notre société, que tout est opposé et qu'on ne peut pas faire avancer les uns sans faire avancer l'autre, que pour l'environnement, on a besoin de réduire les libertés publiques, que pour l'environnement, on doit détruire l'égalité sociale. Non, tout ça, c'est faux, vous le montrez. Et donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Vous avez compris aussi qu'on ne peut pas opposer le secteur public et le secteur privé, que si on veut reprendre en main notre destin, notre société, il faut faire avancer les deux ensemble. C'est le sens de ces 4 propositions que vous proposez, qui vont très bien et qui s'articulent très bien les unes avec les autres. Et donc, merci encore. J'ai 3 petites remarques. Je vois l'horloge qui tourne. J'ai 3 petites remarques. La première, c'est... Attention, vous parlez de climat, de biodiversité, mais en fait, ce qu'on est en train de dépasser, ce sont les limites planétaires. Et les limites planétaires, on n'a pas encore les outils exacts pour les mesurer. On a besoin qu'il y ait de l'investissement public, et donc je compte sur vous pour porter avec nous cette demande qui est de l'investissement public dans la recherche autour des limites planétaires pour qu'on puisse enfin en faire un cadre de notre action. La deuxième chose, sur votre crédit d'impôt. Je suis d'accord avec le fait qu'on a besoin d'incitation financière. Mais moi, en tant que juriste, je crois aussi dans le pouvoir de la loi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des obligations qu'on doit apporter aux entreprises, et notamment Oxfam, le Carbon Disclosure Project, ont montré que plutôt que d'investir dans la transition, nombre des entreprises déverser des dividendes, c'est vrai, mais elle est puisée aussi dans leur trésorerie. Et donc cette obligation-là, on a besoin d'y aller. Les incitations fiscales, oui, mais les obligations pour les entreprises aussi. Et puis la troisième et dernière chose, ne vous contentez jamais des petites avancées qu'on obtient sur l'égalité femmes-hommes. L'égalité, elle avance et elle recule aussi. Notre pays, c'est l'un des derniers pays européens à avancer vers l'égalité femmes-hommes. En fait, on est celui qui avance le plus lentement, voire qui de temps en temps recule, comme je viens de le dire. Et donc, on doit aller plus loin. On doit aller non pas vers une égalité à 40%, à 50%, mais à 100%. Alors, je me souviens plus exactement votre proposition, mais je pense vraiment qu'elle peut être renforcée. Et par ailleurs, il faut aller plus loin. Au Québec, ils ont mis en place une classification des métiers par valeur. Parce que vous le savez, il y a des métiers, par exemple celui de femme de ménage, qui sont des métiers extrêmement féminisés et où les gens gagnent très peu d'argent. Ça rejoint aussi la question de la sous-traitance précédemment soulevée. Eh bien, on peut aller vers la classification des métiers par valeur. On peut travailler à l'égalité réelle, pas seulement à l'intérieur de chaque entreprise, pas seulement à l'intérieur de chaque branche et de chaque filiale. On peut aller vers une égalité réelle. Je suis sûre que cette classification, avec toute l'expertise que vous avez, vous pouvez la faire émerger et j'espère là aussi qu'on sera ensemble pour porter ce combat. Merci beaucoup Marie Toussaint. Nous allons poursuivre donc ce débat. Ce qu'on peut noter en voyant les 4 propositions, c'est qu'elles sont vraiment articulées autour de 2 grands acteurs, les entreprises d'un côté, la puissance publique de l'autre. Donc on va consacrer un petit peu de temps à chacun de ces acteurs. On peut noter d'ailleurs que les intervenants ont parlé de l'Europe, ont parlé de la mondialisation. Donc manifestement, il y a aussi d'autres acteurs à prendre en compte. Peut-être
Jean-Noël Barrot, pour vous donner la possibilité de démarrer ce débat, et ensuite chacun évidemment se manifeste quand il veut intervenir. Voilà, sur cette question de la transformation des entreprises, pour caricaturer, on pourrait dire, est-ce que c'est la bourse ou la vie? C'est-à-dire, est-ce que cette économie capitaliste dans laquelle nous sommes, est-ce qu'elle doit être radicalement transformée? Est-ce qu'elle donne un peu les leviers pour aller vers la transformation écologique qui est attendue? Voilà, pour vous qui avez participé donc à l'élaboration de la loi Pacte, est-ce que vous aviez à l'époque des frustrations? Sur quel point vous aimeriez aller plus loin en fait? Oui, le marché est une opportunité pour stimuler la créativité, pour stimuler l'innovation, l'activité en général, et un certain nombre de créateurs d'entreprises, y compris de l'économie sociale et solidaire, le savent très bien. Mais en revanche, effectivement, il n'est pas de marché qui ne soit ou qui ne faille réguler. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, chez les démocrates, on croit à la conscience et on croit à la responsabilité. Et je crois que le moteur principal de la transition, ce sont les hommes, ce sont les consommateurs, ce sont les épargnants, ce sont les travailleurs. Pour que ces hommes, ces femmes soient les moteurs de la transition, il faut qu'ils soient informés de l'impact que vont avoir leurs actes de consommation, d'épargne, l'entreprise pour laquelle ils vont travailler. C'est un peu dans cet esprit qu'on a essayé dans la loi Pacte de réformer le label ESUS pour qu'il soit plus performant, pour mieux orienter l'épargne vers ces entreprises solidaires d'utilité sociale. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on a voulu contraindre les sociétés d'assurance, les sociétés financières plus généralement, à afficher plus directement l'impact des produits d'épargne qu'elles commercialisent, voire même à les contraindre à offrir aux épargnants des possibilités d'épargne solidaire ou d'épargne verte. La conscience, c'est tout simplement donner les outils aux hommes et aux femmes, qu'ils soient consommateurs, travailleurs, dans la personne humaine dans toutes ses dimensions, d'être acteurs et d'être levier de cette transition. La responsabilité, c'est que quand on agit, on a un impact qu'on doit assumer. Le principal levier de cette responsabilité, qui doit être à terme français, européen et mondial, c'est, à mon sens, pour la transition écologique, le prix du carbone, un prix unique du carbone qui va, à terme, permettre d'orienter la décision publique, les choix des entreprises et, éventuellement, à terme, les choix des consommateurs, les choix des investisseurs vers la transition écologique en mettant, je dirais, dans les prix, c'est-à-dire dans la matrice de décision des acteurs, eh bien, l'impact direct qu'ils ont sur le devenir de la planète. Il arrive cependant que conscience et responsabilité ne suffisent pas à accélérer le changement suffisamment rapidement, et c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement introduire un certain nombre d'obligations et de contraintes. Donc on y reviendra tout à l'heure. Je vais peut-être demander à Marie Toussaint de réagir. Le crédit carbone, il faut y aller plus fort, plus loin, plus vite. Oui, non mais... Merci. Donc c'est l'écolo qu'on relance sur la taxe carbone. La taxe carbone, c'est essentiel. C'est essentiel pour opérer la transition. Après, je veux attirer l'attention sur le fait quand même qu'on a eu en France un mouvement social qui était le mouvement des Gilets jaunes, qui n'était pas un mouvement contre l'action climatique, qui n'était pas un mouvement contre l'action pour la biodiversité ou pour la protection de l'environnement, mais qui était un mouvement qui appelait à ce que les politiques qui soient menées soient justes et qui disait qu'il y en a marre que les politiques qui soient menées, notamment la fiscalité environnementale, reposent de manière disproportionnée sur les plus précaires, alors même que la dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique, mais aussi la malbouffe, mais aussi le saturnisme, mais aussi la pollution de l'air, tout ça, ça repose en priorité et d'abord sur les plus précaires. Et donc on a besoin de casser ce cercle vicieux entre destruction de l'environnement d'une part et injustice sociale d'autre part. En fait, les deux vont vraiment ensemble. Et donc la taxe carbone, il faut qu'on aille plus loin, faut qu'on augmente cette taxe carbone, mais attention, on ne peut pas le faire n'importe comment, on ne peut pas continuer à le faire comme on le fait aujourd'hui. Ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, et ça se passe notamment par le fait de taxer les produits qu'on importe, parce que la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, mais on a augmenté notre empreinte carbone par personne. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est parce qu'on a délocalisé à la fois les emplois et les pollutions. Et donc, le pire dans tout ça, c'est que ce sont les plus riches qui consomment le plus de produits importés. Donc,
taxer le carbone qu'on importe, c'est absolument essentiel pour le climat, pour la justice sociale et pour réguler la mondialisation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on trouve des techniques fiscales pour que cette taxe carbone augmente en reposant sur les plus pollueurs qui sont aussi les plus aisés et qu'on garantisse ainsi voilà, le combat pour le climat dans la justice sociale. Alors, vous êtes députée européenne, vous êtes parlementaire, vous n'êtes pas chef d'entreprise, mais qu'est-ce que vous attendriez des chefs d'entreprise pour vraiment, quelle transformation interne finalement vous attendriez dans le monde de l'entreprise? Oui, alors je ne suis pas chef d'entreprise. Vous m'entendez? Oui. Je ne suis pas chef d'entreprise, mais je le disais juste avant de rentrer sur scène, j'ai créé de l'emploi, parce que j'ai créé une association qui embauche. Donc je me sens aussi concernée par ces débats-là. Mais au niveau européen, vous avez dû entendre parler du Green Deal, et c'est cette politique qui vise normalement à limiter le dérèglement climatique, préserver la biodiversité, etc. Et donc on nous a proposé, il y a déjà presque 2 ans, une série de 50 législations pour avancer vers 2050 dans une Europe qui protège la planète. L'aspect juridique et l'aspect de la gouvernance des entreprises, elle ne faisait pas tellement partie du package au départ. Et pourtant, quand on parle de New Deal, on fait référence à des politiques qui ont été menées dans les années 30, pas en 2030, aux États-Unis, et qui avaient vocation justement à reprendre en main cette économie, à la modifier, la restructurer, et notamment en garantissant de nouvelles frontières entre le public et le privé. Bon, ça faisait pas partie du package. Et donc, on a poussé en tant que parlementaire pour que, effectivement, cette question à la fois de la gouvernance des entreprises, du devoir de vigilance dont parlait Dominique Potier tout à l'heure, figure parmi les réformes qu'on doit travailler. Et on formule plusieurs propositions en ce sens, un devoir de vigilance européen évidemment pour tous les produits qui arriveraient sur le marché intérieur, avec un focus particulier sur la déforestation, parce que l'Union européenne est l'un des contributeurs majeurs à la déforestation en dehors de nos frontières. On demande à ce qu'il y ait des critères qui soient imposés aux entreprises et aussi aux banques et aux produits financiers. Il y a des travaux en cours pour ce faire, mais à ce que ces critères soient élaborés un peu comme vous l'avez fait avec les UIDD et votre impact score, qui soit élaboré en lien avec des acteurs qui avancent vers la justice sociale et environnementale. Et puis évidemment, on demande à ce qu'il y ait une responsabilité réelle, on en a parlé tout à l'heure, qui soit établie pour les dommages environnementaux. On en est encore assez loin. D'ailleurs, si on arrive à porter la question de la responsabilité civile pour les entreprises et les dirigeants d'entreprises, on n'arrive pas encore à porter la question de la responsabilité pénale. Et notamment dans le cas des écocides, dont que vous avez vous-même évoqué tout à l'heure, ces graves atteintes à la planète, eh ben, on n'y est pas encore. On a besoin de se battre. Voilà. Donc d'ailleurs, je vous invite à venir sur mon site internet marietoussaint.eu. Il y a une pétition. On a quelques mois pour faire avancer ces enjeux et votre rapport est bienvenu. Dominique Potier, vous avez évoqué tout à l'heure le carbon score. Vous pouvez nous en dire plus? Il pèserait sur les entreprises en fait? J'ai évoqué l'impact score globalement. Oui. Oui. Et je me méfie, j'en parlais avec Jean-Noël, il y a des articles qui sont parus ces derniers jours sur les dangers de la mise en œuvre d'une taxe carbone mal calibrée. L'enfer pourrait être pavé de bonnes intentions. Donc il y a vraiment une réflexion politique de haut niveau à avoir à l'échelle nationale et européenne pour dimensionner cette taxe carbone qui, sur les grands principes, semble faire consensus sur un arc politique très large. Il faut en profiter, mais il ne faut pas rater, bien sûr, la mise en œuvre. Pour ma part, moi j'alerte sur le fait qu'on soit sur un seul sujet. La complexité suppose qu'on ait un focus beaucoup plus large. Je prends un seul exemple que je connais un petit peu. Vous pourriez donner un très bon score carbone en isolant une unité de méthanisation industrielle de son contexte. Or, l'impact, même en termes de bilan énergétique global, peut être catastrophique. L'impact sur la biodiversité peut être une atteinte à la capacité à générer de l'alimentation dans la durée. Elle peut déformer un paysage socio-économique. Bref, si on prend un seul critère, on a à peu près toutes les chances, dans la science, dans l'agronomie, dans toutes les sciences et tout, de faire une énorme bêtise. Donc bien sûr, il faudra intégrer le carbone comme un facteur dominant parce que le dérèglement climatique est la mère de tous les maux et de toutes les épreuves, etc. Mais à le prendre seul, nous commettrions une erreur importante et encore faut-il bien le dimensionner. Moi, je vais me permettre, si vous permettez, de dire sur la puissance de l'entreprise. D'abord, moi, je fais partie de ceux à gauche qui y croient profondément à cette puissance transformatrice de l'entreprise dès lors qu'elle est canalisée. J'aime bien cette image d'une puissance de l'entreprise qui suppose des rives. Et c'est à la puissance publique de lui mettre des rives. Sinon, c'est un marécage.
Le fleuve, c'est puissant parce qu'il y a des rives, sinon c'est un marécage. Donc on doit fixer des rives. Et c'est à nous de fixer les rives, c'est le débat de la démocratie, c'est le propre de la démocratie. Mais je ne doute pas de la puissance de l'entreprise. Alors on s'est beaucoup tapé sur le ventre dans la majorité, et je ne confonds pas mon collègue et ami Jean-Noël, et démocrate, il n'est pas l'AREM. L'AREM n'est pas représenté directement, donc on va être encore plus... je ne vais pas pouvoir dire trop de mal parce qu'ils ne sont pas là. Mais on s'est fait vraiment une sorte d'autosatisfaction sur la raison d'être de l'entreprise. Bah, venant un peu du terrain comme d'autres ici, je suis très attentif à la façon de faire. Les mots ont leur importance, mais la façon de faire encore plus que la raison d'être. On s'est battu sur les termes. Pour notre part, à gauche, on souhaitait qu'on dise que l'entreprise et les actionnaires devaient prendre en compte et non pas prendre en considération. Prendre en compte, c'est une logique de prendre en compte, c'est quasiment une nouvelle comptabilité qui doit émerger. Donc c'est être comptable de, c'est pas comme considérer quelque chose d'un petit peu condescendant, je considère l'effet sur la planète, je considère l'effet sur le travail des enfants au bout du monde. Non, non, je prends en compte, je rends compte, je suis comptable de. Mais donc, première étape, préciser les mots. Deuxième élément, 2 champs énormes où la façon de faire va être enfin en cohérence avec les mots et la raison d'être. C'est le partage du pouvoir et le partage de l'avoir, sans lesquels tout le reste est de la littérature. Le partage du pouvoir, c'est une proposition très concrète. Elle n'est pas surréaliste, elle n'est pas extraterrestre, puisque une dizaine de pays européens s'en portent bien dans des logiques d'économie sociale de marché plus résilientes que la nôtre. C'est la codétermination, autrement dit la participation des salariés dans des modalités à définir. On n'a pas la tradition allemande, on n'a pas leur syndicat, il faut inventer d'autres modalités, mais la codétermination, c'est l'inclusion à un niveau qui a été gradé, qui peut être discuté, mais là aussi on peut trouver, je pense, un consensus. Ce serait une véritable audace pour les présidentielles, dans le débat présidentiel, dans les grandes entreprises. Et même dans les ETI, il me semble, les salariés doivent être représentés par une forme ou une autre. Et on dit, nous, à 50% dans les plus de 5000, comme vous. Et ça change la donne par rapport au risque de délocalisation, par rapport au contrat social qui peut animer la communauté de l'entreprise quand il y a une épreuve à traverser, etc. Ça change la donne. Ce n'est pas la toute-puissance des actionnaires, c'est les salariés reconnus, comme le dit la CFDT, comme partie constituante de l'entreprise. Et enfin, c'est le partage de l'avoir. Je me permets, Jean-Christophe, 30 secondes. Le partage de l'avoir. J'ai mené des travaux parlementaires là-dessus. Le facteur 12 de nos amis Cécile Renoir et Gaël Giraud, moi je pensais que c'était pour la morale et que c'était quelque chose de symbolique. On a fait les comptes à travers une mission parlementaire. Les 0,32% des Français, des salariés, qui gagnent plus que 12 fois le SMIC, c'est 9 milliards, au-delà de 12 fois le SMIC, c'est 9 milliards de masse salariale. Si elles sont redistribuées aux 2 millions de salariés qui sont les secondes lignes, les 4 millions de salariés qui sont les secondes lignes pour l'essentiel dans les services, dans tous les métiers que vous savez, etc. Auxiliaires de vie et autres catégories C de la fonction publique et tout. Ça donne une capacité d'augmenter leur pouvoir de vivre, comme dit l'autre, de 233 € par mois à compétitivité égale pour l'entreprise, sur le marché monde. 233 €, ça change la vie des gens. Ça permet de s'engager dans la transition écologique, ça permet de donner un avenir à ses gamins. Donc la redistribution au sein de l'entreprise, c'est ce que j'appelle la phase sud pour soulager l'État-providence, c'est la capacité, par des règles simples, à réguler, à partager l'avoir au sein de l'entreprise. Jean-Louis Thierriot, par rapport à ces 2 points que pointe Dominique Potier, partage du pouvoir, partage de l'avoir, finalement c'est un peu l'idée, c'est une transformation de la culture de l'entreprise. Est-ce que vous y croyez et quels sont peut-être parmi les exemples que vous connaissez dans le monde de l'entreprise en tant que député, est-ce que vous percevez des difficultés justement à s'engager dans ce changement de culture ? Alors, dans un monde idéal, je partage totalement l'analyse de Dominique Potier. Oui, la cogestion, la présence des salariés dans les instances décisionnelles des entreprises et de manière importante a tout son sens. Je m'interroge sur la faisabilité de la chose en France, en tout cas en l'état, eu égard à la culture française que nous pouvons avoir, et on voit la réussite en Allemagne. Et je pense effectivement que le Social Partnerschaft allemand fonctionne et fonctionne bien parce qu'on a des syndicats extrêmement responsables en Allemagne. Donc il faut trouver aujourd'hui, et j'ai pas la réponse à vous donner sur le papier, mais qu'on trouve un moyen d'avoir une représentativité des salariés dans les conseils d'administration qui ne soit pas
phagocyté par des syndicats qui ont souvent des agendas différents, et je ne parle pas de langue de bois. J'ai chez moi Total qui est en train de quitter la raffinerie de Grand Puy pour en faire un certain nombre de sites de chimie verte. J'ai 2 syndicats qui sont des coacteurs de cette évolution extrêmement positive, sauf la problématique de l'emploi, et j'ai un syndicat qui fait tout pour bloquer. Si vous avez aujourd'hui cette situation, vous aurez une difficulté pour la représentativité et le fonctionnement dans les organes de décision de l'entreprise. Après, sur le partage de la valeur, mais que, je veux dire, dans la tradition gaulliste d'une certaine droite française qui est celle de la participation, où on a eu de très belles ambitions qui malheureusement n'ont pas été très loin, mais l'idée de se dire dans le partage de la valeur, on a une répartition, je ne sais pas si elle doit être égale, mais en tout cas entre le salarié d'une part, l'actionnaire de l'autre et l'entreprise pour les fonds propres du développement futur. Mais évidemment que sur le principe, je suis d'accord, et je pense que ça doit être un des grands enjeux de la présidentielle. Ce sont des outils de participation qui ne soient pas des usines à gaz, comme ça l'est aujourd'hui sur une partie de la participation et de l'intéressement, des outils de participation qui soient adaptés aux start-up, où on sait qu'on a une grande mobilité du personnel de ces entreprises qui souvent ne voient pas le fruit du travail dans l'entreprise parce que ça reste trop petit ou c'est cédé avant d'atteindre une certaine taille, et où au moment de la cession, ils sont totalement exclus de la plus-value liée à la cession. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le sujet. Là non plus, je n'apporte pas de solution clé en main, mais en tout cas, c'est un enjeu extrêmement important et je crois qu'on peut largement partager. Merci. Alors, on vient de s'attarder un petit peu au monde de l'entreprise et l'autre grand acteur, donc c'est l'État dans les priorités et les propositions qui ont été définies tout à l'heure. Marie Toussaint, tout à l'heure, vous avez parlé du pouvoir de la loi. Alors voilà, est-ce qu'il faut un État législateur, un État régulateur, un État accélérateur? Quel doit être le rôle de l'État dans l'affaire? Il faut tout ça. Il faut tout ça pour quelle raison? Parce que moi aussi je crois dans le pouvoir des entreprises, notamment des entreprises qui sont là, et puis aussi d'autres à transformer nos sociétés. De toute façon on en a besoin. Par contre on a aussi une certaine tendance parfois à laisser trop de pouvoir aux entreprises. Je pense à plein de choses, par exemple aux accords d'investissement qui sont passés et qui donnent finalement le pouvoir final de décision aux entreprises plutôt qu'aux États, et on a ainsi une économie qui vient casser la démocratie. Je ne pense pas seulement aux accords de libre-échange, mais à des cas bien spécifiques, comme par exemple le cas des pollutions causées par Chevron, avec des dizaines de milliers de personnes impactées en Équateur, avec des déversements de pétrole. Bon, donc on a besoin que cet État agisse, on a aussi besoin que l'État crée le cadre fiscal, un cadre stable dont on a besoin pour les investissements, pour pouvoir pousser à l'action, et donc on a besoin que cet État soit présent aussi à travers l'achat public. C'est ce qui a été dit et c'est la proposition que je soutiens. Maintenant, pour aller encore un cran plus loin, c'est important que les États soient là pour investir. Je vous ai parlé tout à l'heure du Green Deal. La Cour des comptes européenne estime à 1 100 € par an les besoins de mobilisation d'argent, d'investissement public et privé pour tenir nos objectifs climatiques. On en est aujourd'hui très loin, puisque c'est à peu près cette somme qui est mobilisée d'argent public seulement, mais sur 10 ans. Donc on voit bien le fossé qu'il y a. Et donc les États doivent être là aussi pour investir et pour désinvestir. Et ça, c'est peut-être le point que j'aimerais souligner en plus, c'est que ça a été souligné dans le cadre des UEDD et dans les documents qu'on a, en disant attention, les placements, il faut que les placements soient bien placés pour être vertueux, etc. Eh bien, les États ont aussi le devoir de préparer l'avenir, notamment, la Banque centrale européenne elle-même le dit, nos banques, publiques comme privées, sont extrêmement soumises aux risques systémiques posés par le dérèglement climatique. Et là, je ne parle en plus que du dérèglement climatique et pas du dépassement des hautes limites planétaires. Notre système financier entier peut s'effondrer si on continue dans la même direction, parce qu'il y aura bien un moment où les actifs destructeurs de l'environnement vont se déprécier, ce sont les actifs d'échouer. Et donc, la proposition que j'aimerais porter en plus dans le cadre de ce débat, c'est qu'on ait effectivement une politique à la fois de création monétaire et d'encadrement des entreprises et des banques qui gèrent
la sortie progressive, mais quand même rapide, des actifs qui sont des actifs voués à la destruction de l'environnement et voués eux-mêmes à disparaître, pour que notre système puisse tenir, et donc de préparer un cadre sain pour que puissent continuer à se développer nos sociétés et nos économies. Jean-Louis Thiriot, j'ai compris que vous étiez dans la filiation gaulliste. Donc on sait que De Gaulle a beaucoup utilisé l'État pour le développement de la France. Dans la nouvelle séquence où nous sommes, quelle place pour l'État ? Écoutez, l'État a un rôle, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait ma voisine de droite, à ma droite, l'État, et qui se trouve, voilà, l'État a un rôle de régulateur. La loi, elle est là pour autoriser, elle est là pour interdire, et elle est là pour enjoindre. Et le mal aujourd'hui que nous avons souvent, c'est d'avoir des lois bavardes, programmatiques, et dont on ne sait pas très bien quelle est la clarté, et on sait que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Après, je crois que le rôle fondamental de l'État dans la transition qui nous préoccupe, c'est une obligation de cohérence. Alors là, c'est pas l'État, c'est au niveau européen, mais c'est pareil. Vous avez d'un côté l'Europe qui veut défendre son économie de défense et qui crée un fonds européen de défense, et la même Europe qui en même temps veut exclure l'industrie de défense de la taxonomie finance durable en disant à plus de 5% dans la défense, on n'y va pas. Donc on a vraiment un besoin, c'est un exemple, mais un besoin de cohérence. Après, là où le rôle de l'État à la fois régulateur et financier est important, c'est que, et ça rejoint ce que nous disions sur le rôle de l'entreprise, c'est qu'il y ait un coût aux externalités positives et aux externalités négatives, et ce coup-là, c'est effectivement l'État qui doit en fixer le cadre, et ensuite aux entreprises de faire la preuve de leur esprit d'innovation pour arriver à produire les produits ou les services qui répondent le mieux à ce besoin et à ce prix des externalités négatives. Enfin, et là, j'assume une dimension peut-être plus étatiste que certains ici, en tout cas au niveau européen, parce que ça ne peut pas être à l'échelon d'un seul pays. La taxe carbone, on a tous dit que sur le principe, on en était d'accord, il y a un dumping environnemental, et si on veut à la fois réaliser et réussir une transition, et si on veut éviter ce dumping environnemental, il faut impérativement une taxe carbone aux frontières de l'Union, dont il faut déterminer les modalités. Et je vais aller plus loin, il faut aussi réfléchir à une taxe sur le dumping social, parce que la délocalisation vient quand même très largement aussi de pays avec des coûts de main-d'œuvre absolument intolérables et des conditions d'emploi absolument intolérables. Et on a une réflexion à avoir là-dessus. Il faut évidemment pas faire du protectionnisme. Je ne suis pas un protectionniste, mais la philosophie d'ensemble, c'est quand même n'importons pas les produits ou les modes de production dont nous ne voulons pas. Merci. Dominique Potier, quels sont les leviers sur lesquels la puissance publique devrait peser de façon urgente ? La puissance publique, en fait, elle incarne ce socle de droits et devoirs qui constitue une communauté nationale, européenne et on pourrait dire aujourd'hui mondiale, puisqu'on a pris conscience avec la pandémie et le dernier rapport du GIEC à l'envi de notre totale interdépendance. Donc l'État, il apparaît comme ce guide, ce garant des droits et devoirs pour les uns et les autres. Les uns, pour moi, c'est les citoyens. Et les autres, c'est la communauté monde. Et l'État est dans cette médiation idéale. Moi, je crois beaucoup à l'État et aux communautés de nations que sont la communauté européenne comme instrument. Dans les penseurs contemporains, il y en a une qui, pour moi, est la plus jeune et la plus innovante, c'est Mireille Delmas-Marty, génération de la résistance, qui a développé le concept de souveraineté solidaire. Pour moi, il convient parfaitement au dessein français et au dessein européen, à la fois la souveraineté, la capacité démocratiquement de décider de notre avenir et de le faire de façon solidaire avec les autres peuples et le temps et la génération qui vient. Ce concept de souveraineté solidaire devrait irriguer nos débats politiques et nous faire sortir d'une impasse mortifère entre souverainistes et des mondialistes sans foi ni loi. Et il est véritablement une troisième voie, une nouvelle voie que j'aimerais qu'on puisse cultiver.
Alors, dans cette souveraineté solidaire, il y a bien sûr une nouvelle génération de traités internationaux. Il y a une capacité à penser au-delà d'échanges qui sont souvent ubuesques autour de l'Atlantique. Je pense au CETA, au Mercosur, à des échanges autour de coopération avec la Méditerranée qui soient fondés sur le co-développement. C'est la seule arme qui nous permettra de répondre aux enjeux des démocraties naissantes et fragiles et aux risques qu'ont nos frères africains. Toutes les questions liées à l'immigration trouveront leur solution autour de cet arc méditerranéen et de capacité de coopérer économiquement. L'État, l'Europe ont cette puissance de fixer les règles de marché et de prioriser les coopérations de marché. Je pense également à un État stratège dans des domaines extrêmement sensibles. J'ai lu cet été un livre, je cherche la fondation qui l'a nourri, je ne retrouve plus, mais peu importe, c'est une fondation de droite, mais le livre était je dis le mais est terrible, pardon Jean-Louis, mais le livre était brillant. C'était sur les matériaux critiques qui sont absolument indispensables à la transition. Jérôme Sadier le sait, la transition numérique et écologique a besoin de matériaux critiques qui sont aujourd'hui quasiment le monopole. Il y en a beaucoup en Afghanistan, c'est une interrogation géopolitique importante. Il y en a beaucoup en Chine, et seule l'économie circulaire permettra, mais c'est un défi technologique et scientifique terrible, permettra aux Européens de reconquérir leur autonomie stratégique dans les matériaux critiques. Or, cette économie circulaire n'a pas de modèle économique aujourd'hui. Donc pendant une décennie, et ça pourrait être l'objet d'un Green Deal français européen, on doit créer un modèle artificiel de marché de l'économie circulaire, sinon nous serons éternellement dépendants, comme nous l'avons été du pétrole, de monarchie, de dictature, etc. Donc il y a un enjeu de l'État de reconquête d'une souveraineté dans des domaines comme ceux-là. Et puis il y a un État qui également doit redonner le pouvoir, fabriquer le peuple des égaux, c'est-à-dire qu'il doit être régulateur dans le monde, devoir de vigilance, etc., tout ce qu'on a dit, mais également il doit être émancipateur de ce qu'il y a de meilleur dans le peuple, faire des égaux, faire des citoyens. Et pour moi, redonner du pouvoir aux citoyens, c'est la plus grande accélération qu'on puisse faire pour la transition écologique que nous appelons de nos voeux. Le citoyen, c'est trois choses, je termine par ça. C'est tout d'abord un consommateur, ça c'est quasiment acté, il faut qu'il ait un scoring clair, simplifié, commun, etc. Mais c'est également un épargnant, et nous avons travaillé là-dessus avec Jean-Noël. Il y a des marges énormes pour clarifier ce qu'est la finance verte et ce qui n'est pas la finance verte. Donc là, il y a à sortir du greenwashing et à sortir des vrais indicateurs de ce qu'est la finance verte. C'est un levier considérable, l'épargne, pour orienter l'économie. Et enfin, c'est un collaborateur. Et notamment pour les jeunes privilégiés qui ont le choix de choisir leur entreprise. Le truc, c'est une menace terrible qu'entend très bien aussi bien François Asselin à la CPME que les grands leaders du CAC 40 qu'on a l'occasion de rencontrer. Ils ont la trouille qu'une génération éthique ne veuille pas bosser pour eux. Ils ont raison d'avoir la trouille. Cette génération, c'est vous qui l'incarnez. Vous ne bosserez plus jamais ni comme sous-traitant, comme co-traitant, comme client ou fournisseur pour des gens qui font travailler des gamins ou qui détruisent la planète. C'est le cas de la génération qui vient. On dit que 40% d'entre eux mettent des critères éthiques et c'est un levier extraordinaire. Ces trois leviers du citoyen consommateur, épargnant et collaborateur, c'est une puissance de transformation phénoménale. Mais elle suppose un langage commun. L'impact score en est une pierre décisive, une contribution décisive, ça ne suffit pas, mais ce langage commun, c'est un réinvestissement de ce qui a été un angle mort de la puissance publique, à gauche comme à droite, comme au centre chez les écolos. La puissance publique, c'est aussi établir un langage commun pour faire société et transformer l'économie. Merci. Jean-Noël Barrot, vous allez conclure cette conversation. Voilà, est-ce que l'État peut... On a eu récemment le rapport du GIEC qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme en montrant que la transformation finalement du climat a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Et ça veut dire que les mesures à prendre pour essayer de s'adapter et de ne pas précipiter encore plus la situation sont nécessaires, sont importantes. Voilà, jusqu'où l'État, la puissance publique, devra-t-elle aller pour permettre cette inflexion? Oui, merci. Sur les propos qui ont été tenus, je les partage en grande partie. Que peut faire l'État? Permettez-moi de revenir sur l'exemple qui semble faire consensus entre nous, en tout cas l'idée qui semble faire consensus entre nous, qu'il faut, en matière sociale, redonner du pouvoir aux salariés. Autrement dit, développer l'actionnariat salarié. C'est une idée qui semble faire consensus. Suffira-t-il d'en appeler au... Et je fais la différence entre l'actionnariat salarié et l'intéressement et la participation. Et j'y reviendrai dans un instant. Suffira-t-il de faire appel aux consciences,
Autrement dit, imaginons qu'on ait un impact score ou un index d'impact social qui scorerait les entreprises en fonction de leur degré et leur niveau d'actionnariat salarié. Est-ce que ce serait suffisant, par exemple, pour attirer les salariés, les collaborateurs, les futurs collaborateurs vers ces entreprises? J'en doute un peu. Ça aura un impact, mais il sera limité. Suffira-t-il de faire appel à la responsabilité? Autrement dit, donnons des incitations fiscales aux entreprises vertueuses qui ouvriraient leur capital aux salariés, leur donnant accès à un meilleur partage des bénéfices, mais aussi à la décision, à la codécision. J'en doute aussi. L'incitation fiscale, ça a été dit sur d'autres sujets par mes camarades sur le podium, l'incitation fiscale aura un effet, mais un effet modéré sur l'accélération de l'acquisition par les salariés du pouvoir de l'entreprise. Quand l'appel à la conscience, à la responsabilité ne suffit pas, alors il arrive qu'il faille que l'État mette en place un certain nombre de contraintes, de rives, un peu comme le disait Dominique Potier tout à l'heure. Dans un domaine pas si éloigné que ça, qui est l'égalité homme-femme qui était évoquée tout à l'heure, on a en France, en 2003, pris une décision assez radicale qui était de dire vous aurez 40% d'administrateurs féminins, si vous n'atteignez pas les 40% à une date donnée, alors toute nomination par l'Assemblée Générale de nouveaux administrateurs sera nulle et non avenue. Alors, moi, je pose la question. Nous avons encore quelques mois jusqu'à l'élection présidentielle. Quelle est la proposition que votre mouvement va porter en matière d'actionnariat salarié? Peut-être faut-il s'inspirer de la loi Copé-Zimmermann qui a si bien marché pour féminiser les conseils d'administration. Peut-être faut-il dire qu'à l'horizon 2025, peut-être un peu plus loin, si une entreprise d'une certaine taille n'a pas atteint 10 ou plus % d'actionnariat salarié, alors il lui est peut-être rendu plus difficile l'accès au financement par de nouveaux actionnaires. Et si cette contrainte, vous considérez qu'elle est juste, si nous considérons collectivement qu'elle est acceptable et qu'elle est susceptible de faire changer les choses, il faudra évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure en matière d'achat public, nous donner les moyens d'accompagner les entreprises, et notamment les plus petites, à la mise en œuvre de cet nouveau partage de la responsabilité et du pouvoir dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux 4 intervenants de ce débat très riche où on a vu quand même beaucoup de lignes de convergence. Peut-être qu'on n'a pas assez vu les divergences, mais bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je crois que... On peut vous applaudir déjà. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien, comme ça, vous restez avec moi 2 minutes, comme ça, les gens non plus, tant que nos intervenants ne sont pas levés, vous ne pouvez pas vous lever, par respect, on est d'accord. Non, je vous prends encore 2 petites minutes avant de vous libérer. Vous savez, quand on fait une séance de sport, que ce soit de la course, de la boxe ou du yoga, la partie la plus importante, c'est toujours la partie de la récupération, à la fin, de l'étirement. Et donc, je voulais, après cette journée, enfin, je sais pas vous, moi j'ai l'impression de ne pas avoir trop respiré de la journée. D'ailleurs, tiens, je vais respirer. Voilà, ça fait du bien. Et je voulais juste qu'on se prenne quelques secondes tous ensemble pour simplement se rappeler de ce qu'on a vécu cette journée. Peut-être que vous êtes arrivés il y a 1 heure, peut-être vous étiez là dès l'ouverture ce matin. Et simplement vous remémorer en gardant les yeux ouverts ou en ayant les yeux fermés, un peu ce qui a été important pour vous aujourd'hui. Ce qui a été fort, ça pouvait être... ce qui a été dit sur scène, ou ça pouvait être en coulisses, avec des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis 1 an, puisqu'on ne s'est pas beaucoup vu depuis 1 an. Voilà, simplement prendre ce temps pour se remémorer ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui. Intégrer. Ouais, dans le noir, c'est mieux pour intégrer. Et si vous en avez envie, on serait ravis que vous le partagiez pour une toute dernière fois sur Klaxoon, une toute dernière activité. Si vous voulez le garder pour vous et juste en parler ce soir à table, c'est OK aussi. Mais voilà, sinon si vous voulez partager en un mot avec quoi vous repartez, ça peut être le nom d'un intervenant ou d'une personne rencontrée. Ça peut être un mot qui vous a frappé aujourd'hui, qui vous a interrogé, qui va peut-être poursuivre vos réflexions chez vous. Voilà, juste un mot. J'espère qu'il y en a plus, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits aujourd'hui.
Mais voilà, si vous voulez partager un mot, et je ne sais pas si on a toujours quelqu'un en régie, peut-être qui sont partis, mais si on a toujours quelqu'un qui s'occupe de Klaxoon et qu'on peut montrer, ou alors peut-être que vous êtes resté vous n'avez peut-être pas utilisé Klaxoon. Et c'est très bien. Je n'ai pas d'infos, je n'ai pas de régie, je n'ai pas d'infos, c'est pas grave. On va rester comme ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'il fallait abandonner Klaxoon. Il faut que je lâche prise avec Klaxoon, je sais. Je sais. Voilà, ça fait 3 ans qu'on me le dit. Il y a quelques mots quand même. Social, Faber Emmanuel. L'économie vivant. Ok, super. N'hésitez pas, si vous voulez continuer à en mettre, on va laisser ça s'afficher jusqu'à ce que vous partiez. Encore un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci Jean-Christophe. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On espère vous voir encore nombreux demain. On a été, j'ai les derniers chiffres, plus de 1000 aujourd'hui. Et voilà, plus de 15 000 en ligne, plus de 10 000 hashtags, enfin voilà, c'était la folie. Et on espère que ça va se répéter demain. Donc rendez-vous pour une dernière très belle journée. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas de respirer. Merci.